Père. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous sur le plateau de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. On parle de la lettre aux Français, la dernière chance d'Emmanuel Macron. Qu'avez-vous pensé de cette lettre ? Est-ce que vous l'avez lue ? Est-ce que vous avez envie de participer à ce grand débat national ? 47% veulent y participer, selon un sondage paru ce matin dans Le Point. Arnaud Benedetti, que pensez de cette lettre ? Alors, il ne faut pas que ce dispositif, cet instrument qui vise finalement à résoudre la crise, ou en tout cas à apaiser les esprits, soit perçu exclusivement comme un instrument de communication. S'il est exclusivement perçu comme un instrument de communication, il est clair qu'il n'atteindra pas sa cible. Ça, c'est évident. Parce que tout simplement, la crise est d'abord institutionnelle, elle est sociale, elle est devenue institutionnelle. Et c'est d'ailleurs la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'instrument qui est aujourd'hui proposé aux Français, cette offre de débat, est susceptible d'éponger la crise ? Ce n'est pas du tout sûr. Mais moi, sur cette lettre, ce que j'en ai compris, ce que j'ai vu, au-delà de la forme, qui est un peu longue, je ne suis pas sûr qu'elle atteigne là aussi l'opinion publique dans ses profondeurs, même si on voit que la lettre est aussi écrite pour toucher d'abord les leaders d'opinion et pour que les leaders d'opinion ensuite, retransmettent un certain nombre de messages vers l'opinion. C'est un classique en communication politique. Mais il y a deux choses. En fait, il y a ce qui est négociable et ce qui n'est pas négociable dans cette lettre. On voit qu'il y a quand même un cadrage du débat qui le corsette d'une certaine manière sur la question économique et sociale, pour aller vite. Sur la question économique et sociale, il ne laisse pas tellement de portes ouvertes à la discussion. On est plutôt dans les modalités pratiques d'application de son programme. Est-ce que ça répond finalement aux questions qui lui sont posées par l'opinion publique ? Je ne le pense pas. Là où il lâche un peu du lest, et encore à la marge, c'est sur la question institutionnelle. Parce que finalement, sur la question institutionnelle, il a moins à perdre que sur la question économique et sociale. On voit bien que sur la question institutionnelle, il ouvre le débat sur la question aujourd'hui saillante du référendum d'initiative citoyen. Il ouvre aussi le débat sur le Sénat. Ouais. Il y a une petite phrase sur le Sénat qui est intéressante, et sur le Conseil économique et social et environnemental, mais c'est surtout le Sénat. On va voir comment le président du Sénat d'ailleurs réagit, parce que c'est une pierre dans le jardin qui est lancée du président du Sénat. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose, parce que s'il a besoin des corps intermédiaires, il a besoin du Sénat. Et n'oublions pas quand même que le Sénat, c'est les élus du Seigle et de la Châtaigne, comme disait le doyen Vedel. Donc c'est extrêmement important d'avoir le Sénat dans sa poche. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que ce dispositif donne l'impression d'être quand même piloté par le haut. Et aujourd'hui, de toute façon, vous avez une suspicion. Mais si, c'est comme ça. Vous avez une suspicion aujourd'hui. Vous avez une suspicion aujourd'hui générale pour tout ce qui est officiel. C'est ainsi que ça soit Macron ou un autre. Alors on fait quoi ? J'en veux que pour preuve que le dispositif est piloté par le haut. On vient d'apprendre ce matin que les deux coordonnateurs du débat vont être deux ministres. Ouais. Donc, je pense que Sébastien là aussi, quand même, qu'on le veuille ou non, en termes de communication politique, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure manière... on est quand même encore gouverné. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure manière de vaincre les suspicions qui, aujourd'hui, sont opposées, en tout cas par une partie de l'opinion publique, à ce débat. C'est tout. Je crois que c'est... Écoutez, il ne faut pas se leurrer. Il y a deux façons de faire des débats. Première façon de faire des débats, on dit les Français ont des choses à nous dire, on va les écouter. On prend une personnalité ou deux qui sont notées pour leur totale indépendance d'esprit, elles organisent avec quelques personnes les modalités pratiques et on recueille tout ce qui est dit et on remet le rapport au président, on dit voilà ce que nous avons recueilli. Ou alors on essaye de faire ça tout en faisant autre chose, c'est-à-dire tout en prenant dans la commission une sorte de deux adjudants-chefs qui vont, excusez-moi pour les deux secrétaires d'État, mais qui vont contrôler Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu. Le débat d'une certaine manière, et on met des rails autour en disant tout ce qui a été fait depuis 18 mois ne peut pas être remis en cause. Comment voulez-vous qu'après les gens pensent que c'est un débat où on peut tout dire et tout espérer ? Donc quand on entend les Gilets jaunes disent on n'a pas confiance, ça confirme avec la nomination effectivement de ces deux ministres. Non, mais il y a un point aussi qui est important dans la lettre qui me semble, poser la question du malentendu d'ailleurs de l'élection d'Emmanuel Macron. Il dit, je ne sais plus s'il le dit dans ces termes parce que j'ai pas la lettre sous les yeux, mais il dit globalement, vous m'avez élu sur ce projet. Le problème, c'est que là où il se trompe fondamentalement, c'est qu'il n'a pas été élu sur un projet. Non. Il n'a pas été élu sur ce projet. Il a été élu principalement dans un concours de circonstances absolument exceptionnel, mais il a été élu fondamentalement parce qu'au second tour, il avait
voter Marine Le Pen. Et donc, c'est d'ailleurs la rhétorique de la France insoumise qui, de ce point de vue-là, n'a pas tout à fait tort lorsqu'elle analyse les conditions d'élection d'Emmanuel Macron. Écoutez, moi, je ne peux plus supporter ce négativisme absolu sur tout. C'est pas On négatif, a un pays, c'est une critique. Non, mais Sophie, c'est pas du négativisme. Je peux dire un mot ? C'est de l'analyse. Oui, allez-y. C'est pas de l'analyse. Ça finit par être, de toute façon, tout ce que fait Macron est cuit. Dès qu'il dit un mot, il est discuté. Dès qu'il fait une proposition, mais je crois qu'il n'a pas tellement... Alors, moi je veux bien. La seule solution serait qu'il parte, c'est ce que disent les Gilets jaunes. Hein. Oui, mais qui est mon pays, qui est actuellement en danger, avec une population qui d'ailleurs ne veut pas la même chose. Le président de la République, quels que soient ses torts, quelques torts qu'il ait eu, essaie de faire quelque chose, essaie de donner la parole. Il la donne d'une façon qui est très difficile à mon avis, et je ne suis pas du tout inconditionnelle de ce débat, parce qu'on a tendance à avoir l'habitude des sondages. Donc on a un peu l'impression que ça va être un sondage grandeur réelle qu'il est en train de mener pour savoir ce que veulent les Français. Ça ne va en aucun cas être le cas. Ce qui va ressortir peut-être des choses contre lesquelles nous sommes tous absolument. Et je comprends qu'il élimine la peine de mort, parce que ça pourrait être... Comment ça, il ne l'a pas éliminé, justement? Oui, enfin, il a dit il y a des sujets non négociables qui avaient été évoqués par le Premier ministre, à savoir le mariage je comprends quand même qu'il est obligé de mettre des barrières. Enfin, écoutez, il n'a pas envie de laisser ça. Ça a été évoqué par le Premier ministre. Je pense que les sujets non négociables, c'est ces grands sujets de société. On ne va pas discuter de ça parce que c'est tellement évident que voilà. Donc il est obligé de mettre des barrières. Pas pour le nouveau patron du Parti communiste qui a proposé. Oui, d'accord. Vous voulez quoi? Qu'on revienne en arrière à mettre... On peut aussi revenir communiste, piquer le fric des riches. On va écouter nos auditeurs. Donc il y a un moment, il faudrait avoir avec un peu d'intelligence, essayer de comprendre comment ça peut marcher. C'est plus intéressant que la façon dont on peut se planter. Sophie, j'ai envie de vous dire, vous êtes déconnectée. Enfin, déconnectée. Non, mais ce que dit Arnaud Benedetti, c'est-à-dire que quoi que propose Emmanuel Macron, c'est fini. C'est ce que je viens de dire. Il n'est plus audible et les gens n'ont plus envie de l'entendre. Attendez, on a Teddy, on va écouter un auditeur. Teddy, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi. On vous écoute, non, vous excusez pas. En fait, je vous écoute depuis une petite demi-heure, on va dire. Ouais. J'entends un peu de tout, on va dire. Et cette lettre, je l'ai pas encore reçue. Mais bon, je vais vous dire tout de suite, vous dites c'est une lettre de consultation pour savoir ce que veulent les Français, etc. Ça, le gouvernement le sait très bien. En gros, pour résumer vraiment vite fait, c'est une meilleur pouvoir d'achat, une augmentation des salaires, des retraites qui montent, etc. Sauf que les Français ont été aussi consultés en 2005. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et on connaît le résultat. Oui. Donc là, je suis sur Sud Radio. Oui. Hier, je ne sais pas si l'équipe qui est dans le studio actuellement a écouté vos collègues entre 13h et 14h. Il y a un monsieur qui est venu parler. Et en fait, les solutions, elles sont là. Mais bon, personne relaie ça. On parle toujours de petites mesurettes. C'était François Asselineau qui était hier. Tout à fait. François Asselineau qui est passé hier. Je pense que vous avez une bonne courbe à cette période-là, je pense. Et quand on dit le pouvoir d'achat et tout ça, mais en fait, M. Macron n'a aucun pouvoir. Je ne sais pas si vous tombez des nues quand je vous dis ça, mais depuis quelques années, même avant Macron, en fait, l'Union européenne fixe à la France et aux autres États d'ailleurs les GOP, c'est les grandes orientations de politique économique et sociale. Donc forcément, il ne va pas revenir sur ces mesures économiques prétendument françaises, en fait, qui sont dictées par l'UE. Donc il est coincé, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il est complètement coincé. Et je ne sais plus quelle dame tout à l'heure disait ma nation va mal, mon pays va mal et tout ça. Mais depuis 30 ans ou depuis presque 30 ans depuis le traité de Maastricht, il faudrait tirer enfin un bilan et dire voilà, la construction européenne et l'Union européenne, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a eu de bénéfique et qu'est-ce qu'il y a eu de catastrophique, parce que faire un bilan. Il faut un débat. Les Gilets jaunes s'en foutent de ça. Un débat à l'Assemblée nationale, il y a des débats sans vote et des débats avec vote. Un débat sans vote, ça n'a guère d'intérêt. Un débat sans vote. Or, nous sommes là, typiquement, dans alors qu'on appelle ça grand débat, consultation des Français, tout ce qu'on veut. On peut trouver tous les noms les plus beaux et les plus attractifs. C'est pas ça.
Qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Je pense qu'on ne pourra pas, et ça, le président de la République essaye de ruser avec ça, il ne pourra pas, à un moment ou à un autre de son quinquennat, éviter une consultation. Je ne parle pas d'une consultation comme les élections européennes, qui seront une sorte de signal intéressant, mais une consultation. Je pense que si les Français ont clairement... Mais Gérard, vous savez très bien que cette consultation se soldera par un désaveu. Oui. L'état de l'opinion, il est là. On va répondre non à la question. Mais dans ce cas-là, il y aura une cohabitation. C'est arrivé dans ça existe. Institutionnellement, c'est possible. C'est dans la Ve République. C'est peut-être sa seule issue pour espérer se représenter en 2022. A assumé cette cohabitation. Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes tellement pressé d'avoir Marine Le Pen en Premier ministre, Je ne vous dis Gérard pas que ça sera Marine Le Pen qui va la gagner. gagner. Vous croyez bien que Marine Le Pen est assez subtile pour refuser d'être la première ministre d'Emmanuel Macron et qu'elle attendra 2022 ou des échéances anticipées pour la présidentielle. C'est pas le débat qui sera décisif pour sortir de la crise. Le problème, c'est que je ne pense pas qu'aujourd'hui la réponse de Macron soit à la hauteur de la crise. Fondamentalement, vous savez, il y a 3 modèles qui sont en train de s'essouffler. Le modèle social, ça, il en est tout à fait conscient aujourd'hui parce qu'on n'arrive plus à le financer, c'est quand même un vrai problème. Il y a ensuite le modèle qu'a rappelé quand même votre auditeur, le modèle de Maastricht. On voit bien qu'on est à la fin d'un cycle, là aussi. Et le 3e modèle, c'est le modèle institutionnel, c'est le modèle de la Ve République. Puisque le problème, c'est pas tellement le problème de la démocratie représentative, c'est qu'on est avec une démocratie représentative qui ne représente plus. Et c'est ce que sentent quelque part les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points. Donc Macron, là-dessus, il n'est pas responsable. Il arrive en bout de course de cette fin de cycle. Sauf que ça lui revient dans la figure. Et c'est lui qui doit le gérer. Et le problème, c'est qu'il a été élu. Et c'est là où il est un peu responsable. C'est qu'il a été élu sur une promesse de renouveau. Mais en fin de compte, cette promesse de renouveau, on s'aperçoit quand même quelque part qu'elle est un peu factice. Que lui, il essaie quand même encore de faire tenir un vieux système qui est en train progressivement de s'effondrer. Est-ce qu'il sera à la hauteur finalement de la crise à laquelle il est confronté ? C'est ça. Et je pense qu'il ne met pas la barre assez haut pour sortir de la crise. Alors ce serait quoi la barre assez haut ? La barre assez haut, c'est peut-être se poser la vraie question, je veux dire, sur la réflexion institutionnelle. Est-ce que les institutions de la Ve République aujourd'hui sont clairement adaptées à la situation politique que l'on vit ? C'est une question intellectuelle à laquelle les Français... C'est pas une question institutionnelle. Oui, mais Arnaud, les Français, les gilets jaunes... Je pense l'organisation des pouvoirs publics. Mais je pense qu'il faut... Pas tous en même temps, Michel Taube. Il faut aller plus loin. Mais c'est une vraie question. Emmanuel Macron, il a clairement affiché sa vision des institutions. Il voulait faire une réforme constitutionnelle qui a été enterrée définitivement. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans sa réforme constitutionnelle ? C'est donner encore plus de pouvoir au président de la République. C'est ça ce que voulait Emmanuel Macron. Oui, mais c'est pas ce que demandent forcément les Français. Plus de pouvoir au président de la République. Oui, mais je dis ça pour souligner que débat national ou pas débat national, Emmanuel Macron risque fort d'aller dans une impasse qu'il est en train de construire lui-même, parce que sa vision à lui, jupitérienne, très 5e République du politique, il n'acceptera pas lui-même de proposer autre chose aux Français. J'aimerais revenir sur un point, vous me désavouez, mais je me permets d'insister. Le seul passage de son discours de 5 pages dans lequel il dit « Nous ne reviendrons pas sur des mesures », c'est sur l'économique et le social, c'est sur l'ISF. Moi, je regrette sincèrement que sur le passage sur la citoyenneté, le référendum, etc., il n'est pas écrit explicitement « Nous ne reviendrons pas sur des réformes sociétales majeures comme l'IVG, le mariage pour tous et la peine de mort ». Je rappelle quand même, Gérard Carreau, vous avez raison, évidemment, que s'il avait annoncé « Nous allons retenir les 4-5 mesures que les Français vont exprimer avec le plus de force dans le cadre de cette consultation, je les suivrai, moi le président de la République », mais quand vous voyez ce que le Conseil économique, social et environnemental a fait en décembre, ils ont fait une consultation. Ils ont eu plus de 25 000 réponses. Quelle est la proposition principale qui en est sortie ? C'est de revenir sur le mariage pour tous. Donc la question c'est, est-ce que c'est cela que l'on veut pour relancer notre pays et sortir par le haut de la crise que mettent en lumière les Gilets jaunes ? Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Il y en aura Paul en ligne avec nous, 0826 300 300. Allez-vous participer au grand débat ? Dites-le nous, 0826 300 300. À tout de suite.